Allez, salut TikTok, c'est parti. Petite tentative de live du midi. Je le commence un petit peu tard, mais j'ai été pris. Bien sûr, le but de ce live, c'est pas parler de cuisine ou de déco, c'est de parler d'immobilier, immobilier sous toutes ses formes. Le but, c'est d'échanger, que vous me posiez des questions sur, je sais pas, l'achat de sa résidence principale, à quoi faire attention, que négocier comme clause dans le compromis, des astuces sur le financement. Ça peut être pour un premier investissement locatif. Par quelle stratégie on commence? Est-ce qu'on se lance sur de la location nue? Est-ce qu'on essaie de trouver un petit immeuble de rapport? Est-ce que le meublé c'est magique? Ça peut être aussi des questions sur la création de sociétés, donc de type SCI, Société Civile Immobilière. Dans quel but? Est-ce qu'il faut être plusieurs? À quoi on fait gaffe dans les statuts? Voilà, tout un tas de questions immobilières. Ça peut être des sujets liés au DPE. Alors je ne peux pas encore me prononcer sur les changements à venir qui n'ont pas encore été annoncés, parce qu'on est dans une période charnière pour l'immobilier. Ces prochaines semaines, il y a des risques de changement qui vont concerner l'investissement locatif avec le statut du LMNP, loueur meublé non professionnel. A priori, on va nous confirmer les choses d'ici quelques jours. Ça devrait concerner le calendrier du DPE, diagnostic de performance énergétique, avec toutes les obligations et les interdictions de louer à venir. A priori, ça a été annoncé par le gouvernement, ça va changer. Ça peut aussi concerner la position des plus-values sur la résidence principale. Il y a des choses qui se trament, mais attention, rien n'est confirmé à l'instant où j'enregistre ce live le 22 novembre, je crois que nous sommes. Donc voilà, petit live immobilier, live questions-réponses pour les quelques personnes qui se connectent tranquillement. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Au contraire, je fais ça, pour répondre à des questions. Parce que certains d'entre vous projettent dans les mois qui viennent d'acquérir un bien immobilier. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, etc. N'hésitez pas. Il n'y a encore une fois pas de bonnes ou de mauvaises questions. Quand il y en a une première qui se lance, en général, ça se lance le live et le reste découle tout seul. Bonjour à ceux qui se connectent tranquillement. Alors, FP qui nous pose une première question qui est technique. Est-ce qu'on est soumis aux limitations mises en place dans les villes quand on prend le statut para-immobilier, le para-hôtelier? Je ne le maîtrise pas, FP. Je fais de l'immobilier classique. Je maîtrise le statut de la location saisonnière sur l'aspect fiscalité, sur l'aspect obligation vis-à-vis de la copro, etc. Mais pas ce qui va concerner peut-être une activité professionnelle. Tu me parles de statut para-hôtelier. Là, on dépasse mes compétences, on n'est plus dans l'immobilier classique. Et si je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises. J'incite toujours par contre à une vraie prudence quand on fait du Airbnb, de la location saisonnière en ville. Quand on la fait en campagne, on peut la faire hors copropriété. On fait grosso modo ce qu'on veut. Il peut y avoir des contraintes municipales, mais on fait presque ce qu'on veut. Dès qu'on le fait par contre dans une ville plus importante, on le fait au sein d'un immeuble, et là il y a un règlement de copropriété qui très souvent interdit, refuse la location saisonnière. Quand bien même on vous dit oui, certains propriétaires en font déjà dans la copro, ça ne pose pas de souci. Si c'est contraire au règlement de copro, un jour ça posera souci. Un jour il y a un copropriétaire qui va se plaindre au syndic, le syndic va dire en AG, ah oui effectivement le règlement de copro est un règlement de copro qui contient une clause de bourgeoisie, ou alors uniquement d'habitation, alors que le Airbnb est 2 fois sur 3 qualifié par les tribunaux comme une activité commerciale. Donc faites gaffe quand vous vous lancez dans la location saisonnière. Je sais que pour certains c'est l'Eldorado. Attention à le faire en toute conformité vis-à-vis de votre copropriété, vis-à-vis de la mairie et vis-à-vis de vos obligations également. Parce que quand vous faites du saisonnier, vous faites du meublé, vous êtes en statut LMNP ou LMP, et il y a des obligations, numéro de SIRET, payer sa CFE, etc. Donc merci pour ta première question, mais elle était un peu trop technique pour moi, j'ai noté de le reconnaître. On a Nico, salut Nico, qui nous demande si la fin de l'exonération des plus-values sur les RP, alors c'était l'introduction de mon live, est-ce que c'est en octobre 2024 la fin de l'exonération de la plus-value sur les RP? Non. Est-ce que ça le sera d'ici quelques semaines? Peut-être. Le gouvernement, enfin il y a eu un député qui a fait une proposition de loi pour réformer le statut de la revente de la résidence principale et qui prévoit grosso modo que si on revend dans les 5 premières années, on pourrait être soumis à la taxe s'il y a un gain. Je rappelle que l'imposition des plus-values, le terme dans l'énoncé, ne concerne que le gain. Donc attention, ça n'est au jour où j'enregistre ce live, je crois qu'on est le 22 octobre, ce n'est pas voté, donc ça peut faire partie des choses qu'on a depuis plusieurs années qui viennent sur la table et qui n'iront jamais au bout. J'en sais rien. Il est trop tôt pour répondre à ta question, Nico. Une chose est sûre, on sera fixé avant la fin de l'année. Ça ne sera pas forcément, Nico, une bonne nouvelle pour le marché immobilier. Je comprends l'idée du législateur d'éviter la spéculation, et des fois la spéculation c'est pas bien. Par contre 5 ans c'est assez long. On est dans
une société où on consomme de plus en plus vite de l'immobilier, parce qu'on a envie de changer, parce qu'on se sépare, parce qu'on est muté. Donc je comprends l'idée du législateur, je trouve que 5 ans c'est un peu trop long. Donne-moi ton avis si tu veux, mais je trouve que 5 ans c'est un peu trop long. Alors, fais monter mec, dis-moi pourquoi, si tu veux discuter d'immobilier, why not, mais sinon je ne peux pas monter sur mes lives, parce que les rares fois où je l'ai fait, c'était pour des sujets qui n'avaient rien à voir, donc je ne suis pas là pour ça, je suis là pour parler uniquement d'immobilier. Alors, donc oui, pour tous ceux qui sont curieux, alors je ne sais pas comment on fait Fantôme, pose ta question, au pire je vais voir déjà si je suis à l'aise pour y répondre. Effectivement, c'était une question de Nico juste avant, et c'était l'introduction de mon live. On est fin octobre, il y a tout un tas de choses qui ont été énoncées, des réformes du LMNP, où on va inclure l'amortissement au moment du calcul à la revente, donc l'imposition des plus-values, un peu comme on fait dans une société civile à l'IS. Donc ça, c'est plutôt négatif pour l'investisseur, mais ça n'est pas confirmé. Michel Barnier a annoncé une réforme, une refonte du calendrier très contraignant concernant le DPE et les interdictions de louer, mais c'est toujours pas confirmé non plus, etc. Fantôme qui nous dit sous-homme, bon ok, allez casse-toi, t'as rien à faire ici. C'est rare que j'ai des gens pas bien dans mes lives, en général il n'y a que de la bienveillance, mais déjà ton premier commentaire me donne envie de... bon bref. Allez, on a KX qui nous pose une question immobilière, je t'en remercie. Salut, si on investit mais qu'on n'a pas fait de crédit, c'est un avantage pour faire des négociations. Alors si je comprends bien ta question derrière, c'est quand on veut acheter un bien immobilier, qu'on dit au vendeur ou à l'agent immobilier qui s'en occupe qu'on paye cash, est-ce que ça favorise la négociation? Oui. Est-ce que c'est magique? Non. C'est pas parce que tu payes cash que tu vas obtenir 40% de remise sur le bien si c'est pas justifié. Par contre, c'est vrai que ça va pouvoir permettre de donner plus de poids à ton offre. Si par exemple ton offre est en concurrence avec celle de quelqu'un d'autre, bah, ça va te permettre que ce soit la tienne qui passe. Des fois, on a aussi un propriétaire qui a été échaudé dans le passé par des refus de prêt et qui va préférer vendre 1000 ou 2000 euros de moins à quelqu'un qui paye cash et donc sans condition suspensive de prêt qu'à quelqu'un qui va mettre une condition suspensive de 45, 60 jours, 90 jours comme demandent certains notaires, chose que je refuse. 60 jours c'est très bien. Est-ce que je pense que ça peut être rétroactif, les changements concernant la plus-value, etc. Je l'ignore, j'aime pas me prononcer sur des choses. À titre personnel, Patrick, je ne pense pas. Est-ce que je m'engage là-dessus? Pas du tout, parce que j'en sais rien. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Ok, allez, super, je sais pas comment faire pour... Voilà, je voulais bloquer l'ami fantôme, qui n'en est pas un d'ailleurs. Quelqu'un qui nous dit d'accord, merci, sinon acheter à des gens endettés, est-ce que ça peut être une bonne affaire? Oui, alors tu as tout un système, ça fait grand bruit, tiens, je vois des articles du Figaro Immobilier parler de quelque chose qui est local, près de chez moi. Il y a un manoir qui vient d'être mis en vente à Villerville, Calvados, front de mer, estimé 2 millions d'euros, c'est a priori sa valeur, sur plus d'un hectare, une maison de gardien, etc. Mise à prix 390 000 euros. Donc sur le papier, on se dit waouh, ça peut être une affaire. Attention, c'est un système d'enchères judiciaire, donc il faut visiter le bien, vous mettre en relation avec un avocat inscrit au barreau dont dépend la vente, donc là en l'occurrence sur Calvados. Donc déjà c'est pas n'importe quoi, on vient pas à l'arrache en touriste, alors l'heure des visites why not, mais le jour du tribunal, il faut venir par un avocat, donc c'est un coût quoi qu'il arrive, et évidemment il y aura des enchères, etc. Donc ça peut paraître être le jackpot, mais à titre perso je ne l'ai jamais fait, donc je serais curieux si quelqu'un était jusqu'au bout. J'ai une de mes collaboratrices qui l'a fait, il y a quelques mois pour sa résidence principale, assez surprenant, mais moi à titre personnel j'ai jamais été là-dedans. KX, est-ce que c'est possible d'acheter au propriétaire avant l'enchère? Oui, si la procédure n'est pas lancée, oui, on peut vendre à l'amiable. Je sais que même dans certains types d'enchères, il y a plein de types d'enchères, enchères judiciaires, enfin, il y a plein de types d'enchères. Je sais qu'on peut même accepter une vente de gré à gré, même la veille du lancement des hostilités. Mais pourquoi un propriétaire te vendrait à toi spécialement moins cher qu'à un autre? J'ai fait un TikTok là-dessus en indiquant que la bonne affaire immobilière n'existe pas vraiment, parce que faire une bonne affaire en tant qu'acheteur, ça veut dire qu'on va léser un vendeur. Donc c'est rare, pas normal, ça peut même être malhonnête, et ça peut même être, ça s'appelle une action en lésion pour rescission. Donc, bref, si on achète vraiment trop peu cher, le vendeur a 2 ans pour agir en justice pour demander à casser la vente. Donc, Nico, est-ce que c'est possible d'acheter un bien sans notaire? Non. Il y a eu un débat à une époque sur le fait que ça puisse passer par un avocat. Donc sur une vente de gré à gré, non, il faut forcément un acte authentique publié par un notaire. Par contre, Nico, quand on achète par exemple aux enchères, c'est le jugement qui fait foi. Il n'y a pas un notaire qui vient l'authentifier. Donc est-ce qu'on peut acheter sans notaire? Oui, en quelque sorte, mais pas de façon classique.
Bobby Lapointe qui nous dit qu'il faut également voir s'il y a un prix de réserve, tout à fait. Le système des enchères, il est très complet et complexe. Ah, on a Jim qui nous pose une question, on revient sur de l'immobilier plus classique et encore que technique. Qu'est-ce que je pense du fait d'acheter en faisant un montage holding puis SCI? Je pense que pour certaines personnes, multipropriétaires fortunés, ça peut être une très bonne chose. Je pense que souvent, on l'évoque alors qu'on a à peine commencé à mettre les mains dans le cambouis. Je m'explique, moi, je suis monté un petit peu plus de 30 lots au total, 2 SCI à l'IS, et pourtant, j'ai une SCI par l'IS, une SCI à l'IR, et pourtant, j'ai pas de holding. Ça commence à avoir un intérêt quand on va vraiment enchaîner les opérations, parce que la holding va créer des frais de constitution, de fonctionnement, et quand on va faire beaucoup de choses. Et des fois, on me parle de créer une holding pour une SCI pour acheter 2 studios. Je dis, waouh les gars, ou mesdames, arrêtez de faire compliqué quand c'est simple. Donc ça peut pour certaines personnes, notamment si tu es entrepreneur, tu as une société, une SARL par exemple, qui crache beaucoup d'argent, qui va bien, donc qui crache des dividendes, et ben le fait de monter une SCI à l'IS, de faire une holding, ça va te permettre de basculer les fonds entre ta société d'exploitation, ta SARL, ta boulangerie, ton agence immobilière, etc., et ta SCI. Donc pour certaines personnes, bien évidemment, c'est très très bien, mais pour le commun des mortels, c'est se compliquer la vie et chercher à faire compliqué quand on peut faire simple. Nico, l'investissement en station de ski, tu en penses quoi? J'en sais trop rien. À titre personnel, je ne le ferai pas. Je pense que sur l'avenir, ça ne me met pas en confiance. Mais certains l'ont peut-être fait et ça s'est très bien passé, donc je ne vais pas trop me prononcer sur ce sujet-là. Alors, est-ce qu'il y a une question que j'ai loupée? Merci pour vos quelques questions. N'hésitez pas, hein, je suis encore là 1 quart d'heure, 20 minutes en live. C'est vraiment fait pour, il n'y a pas de questions bêtes. Si je sais, je réponds. Si je ne sais pas, je ne réponds pas. KX, est-ce que j'ai des conseils pour trouver des biens off-market? Alors, certains agents immobiliers fonctionnent beaucoup comme ça, donc te mettre en relation avec un agent immobilier et te voir proposer des biens. Moi, je ne le fais pas trop, je ne trouve pas ça très déontologique vis-à-vis de mes vendeurs et même vis-à-vis de mes autres clients. Ça peut être aussi avec les notaires par rapport aux successions, etc. Ou alors de faire un peu ce que font les agents immobiliers, d'aller prospecter, d'aller frapper à des maisons qui sont vides, d'aller frapper chez les voisins pour essayer de créer des affaires qui n'existent pas. On a Bulimax qui nous dit bonjour, dans une offre d'achat, est-ce que c'est obligé de justifier la baisse du prix? Pas du tout. Ça peut, si ton offre, alors si tu l'envoies toi directement au propriétaire ou si l'agent immobilier a transmis bel et bien, le fait d'expliquer peut appuyer l'offre, est-ce que c'est nécessaire? Absolument pas. L'offre, elle doit indiquer qui achète et quelles sont les conditions. Moi, une offre où on ne parle pas des conditions de financement, je ne la traite pas. Une offre, je suis obligé de la traiter à titre professionnel en tant qu'agent immobilier, mais que si elle est complète. Donc, qui achète, état civil complet, et dans quelles conditions, à quel prix, quel apport, quelles conditions suspensives, etc. On a Jim qui nous pose une question intéressante. On revient sur les SCI, Société Civile Immobilière. Jim, la question c'est est-ce qu'on peut basculer à l'IS alors qu'on est déjà à l'IR pour une SCI? Oui, c'est tout à fait possible. Par contre, après, l'option, elle est irrévocable. Donc tu peux faire ça, tu crées une SCI à l'IR avec un ami ou autre. Au bout d'un moment, tu te dis merde, on paye de l'impôt sur le revenu, etc. On voudrait revenir dans le champ de l'IS, l'impôt sur les sociétés. Plein d'avantages, plein d'inconvénients. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Oui, c'est possible. Par contre, l'option, elle est irrévocable. Et tu devras te poser une deuxième question. Une fois que tu te poses la question de IR, IS et que tu bascules sur l'IS, tu devras réfléchir à la TVA. Je souhaite que ma SCI soit soumise à la TVA ou non. Ça a encore une fois des avantages si tu fais des travaux, si tu loues à des professionnels, mais ça a aussi des inconvénients. Ça peut mettre de la TVA sur un bail que tu ferais avec un particulier et donc te rendre hors marché. Dans l'immobilier, quasiment tout a des avantages et des inconvénients. Le statut de loueur meublé, le LMNP, on dit que c'est magique, ça a aussi plein de contraintes. CFE, taxe qui n'existe pas, beaucoup plus de turnover, beaucoup plus de vieillissement du bien, bref. Boulimax, comment savoir si l'agent immobilier a bien remis l'offre d'achat au vendeur envoyée par mail? Demande-lui une confirmation. Soit qu'il te mette en copie du mail envoyé au vendeur, soit s'il le refuse, tu lui as écrit par mail, tu lui demandes par mail si l'offre a bien été traitée, transmise, il va te répondre. Alors tu vas me dire, ça ne prouve pas, oui mais ça engage sa responsabilité. Oui monsieur, j'ai traité votre offre, j'attends une réponse, ou la personne ne te répond pas, ou elle t'appelle volontairement au lieu de te répondre par mail, et là méfie-toi. Dans les affaires immobilières notamment, il n'y a que les écrits qui comptent. Ne vous fiez pas à ce que vous raconte votre agent immobilier au téléphone, ne vous fiez pas à ce que vous raconte le propriétaire d'un bien que vous voulez acheter ou vendre au téléphone, ne fonctionnez que par écrit. Envoyer des mails, c'est peut-être moins humain, mais c'est juridique.
On a Fred qui nous dit salut, merci pour les likes, je vois quelques likes passer, c'est sympa, je ne l'ai même pas dit, mais ça permet de faire en sorte que le live soit vu par un peu plus de monde. Je peux être là encore 20 minutes avec vous pour ceux qui sont là. Et on a Fred qui nous dit salut, Fred c'est un fidèle de mes lives, merci Fred, enfin de mes lives, de mon compte TikTok, je fais beaucoup de lives, mais merci. Et on a Fred qui vient d'envoyer un cadeau, merci beaucoup. En vrai, je suis peut-être un boomer, je ne sais pas ce que donnent les cadeaux sur TikTok, mais merci. Alors, Karma Sutra, jeu de mots, nous pose une question intéressante, donc je vais y répondre. Bonjour, avec l'OBO, on pourrait esquiver la taxe sur la plus-value. J'ai bloqué sur le commentaire pour le lire. L'OBO, c'est en anglais Owner Buy Out. En fait, c'est se revendre à soi-même. Est-ce qu'on peut éviter la taxe sur la plus-value? Non, c'est évidemment un des inconvénients de l'OBO. L'avantage, c'est qu'on récupère du cash, on reste propriétaire du bien. L'inconvénient, c'est qu'on paye une deuxième fois des frais de notaire. On les avait payés une première fois à titre particulier, par exemple. On les paye une deuxième fois quand on se rachète le bien, par exemple via une SCI. Et deuxième inconvénient, c'est que côté vendeur, non propre, tu vas payer l'imposition des plus-values immobilières. Je l'ai fait en 2020, seule fois de ma vie que j'ai fait un OBO. J'étais propriétaire tout seul d'un local commercial. J'ai une SCI avec ma femme, on voulait mettre nos affaires en commun, donc j'ai vendu à notre SCI le bien immobilier. Intérêt, j'ai récupéré un peu de cash. Intérêt, ma femme est devenue propriétaire du bien via la SCI. Inconvénient, la SCI a payé des frais de notaire alors j'en avais déjà payé 4 ans avant quand j'ai acheté tout seul le plateau en nom propre. Et deuxièmement, j'ai payé 5 ou 6 000 euros d'imposition des plus-values parce qu'entre deux, il y avait une petite augmentation de marché. Dès que vous faites ce genre de choses, vendez à des prix cohérents. Vous voyez, j'aurais pu me vendre le bien au montant du capital restant dû, etc. Attention sur l'OBO, l'owner buy-out, restez dans des choses très factuelles pour qu'en cas de contrôle, on ne vous mette pas dans les dents. Vous avez cherché à diminuer les droits de mutation, vous avez cherché à diminuer l'imposition des plus-values. Il faut toujours vendre et acheter à des prix de marché. Entreprise nouveau couverture, j'ai pas la date, j'aurais peut-être dû la faire avant le live de façon certaine, on sera fixé avant la fin de l'année, mais il y a plusieurs étapes, Sénat, Assemblée nationale, après le gouvernement peut aussi faire un 49.3 pour le PT, donc j'en sais rien, on va dire qu'avant la fin de l'année de façon certaine. Nico, est-ce qu'on peut amortir le bien sur une période non louée si tu parles d'un statut LMNP ou SCI sur une courte période de vacances entre deux locataires? Oui. Sur une longue période, je l'ignore. C'est une bonne question que je ne me suis jamais posée. Tu as 1 mois et demi, un trou entre deux locataires, le temps de trouver un locataire ou le temps de faire des travaux, aucun souci, passe ton amortissement de façon classique. Par contre, tu as volontairement suspendu pendant 6 mois, 1 an la location du bien immobilier. Là, je ne veux pas me prononcer. À ta place, j'écrirai par écrit mon centre des impôts. J'interrogerai par écrit, pardon. Phil, ça dépasse mes compétences, je ne me prononce pas sur ta question. Tu me demanderais est-ce qu'on peut faire de la location meublée en SCI? Je te dirais oui, mais que à l'IS, attention, on ne peut pas le faire à l'IR. Tu me poserais des questions sur le statut LMNP que je côtoie au quotidien avec mes clients, je pourrais répondre. Là, ta question est trop technique pour que je m'engage sur un live à te donner un mauvais conseil. Donc, je préfère. Olivier qui nous dit qu'il y a l'erreur de tout partager en couple si divorce. Alors ça c'est faux Olivier, moi je suis un fervent défenseur de la liberté de chacun, c'est pour ça que j'ai souvent acheté des biens immobiliers tout seul, etc. Sauf que ce que tu dis est faux, il y a plein de façons déjà, je suis pacsé, non pas marié, ça c'est, je suis pacsé mais avec un contrat de séparation de biens, donc déjà moi comme ma compagne, on peut acheter des biens immobiliers sans l'autre et se les répartir en cas de séparation comme on veut. Et le bien qu'on a mis en commun, on ne l'a pas mis en commun en indivision, on l'a mis en commun dans une SCI à l'IS dans laquelle on a indiqué ce que l'on voulait dans les statuts. Parce que c'est un des avantages de la SCI, on met ce que l'on veut dans les statuts. Et donc on peut prévoir des choses protégeantes en termes de décès ou en termes de séparation. Mais je suis d'accord avec toi. Erreur de tout partager en couple, faux, je ne suis pas d'accord avec toi. Erreur par contre de se marier sans contrat de mariage, à 1000% d'accord. À 1000% d'accord. C'est une preuve d'amour que de se dire il faut faire un contrat de séparation de biens. C'est pas le seul qui existe, mais on va dire celui-là, pour que chacun puisse faire des choses sans engager l'autre, pour que si quelqu'un monte une société, l'autre ne soit pas responsable de ses dettes, ne vous mariez pas sans contrat. Si c'est fait, tant pis, mais c'est vraiment pas quelque chose à faire. L'avantage du PACS, le législateur a évolué parce que le PACS est plus récent que le mariage. L'avantage du PACS, c'est que le PACS, il est par défaut, quand bien même tu ne fais pas de contrat, l'équivalent d'un contrat de séparation de biens. Donc on voit bien que le mariage, c'est quelque chose de plus ancien, des mœurs différentes, et on disait sans contrat. Et le contrat est même vu comme quelque chose de louche. Le PACS, plus récent, le législateur s'est dit par défaut, c'est plus protégeant pour tout le monde, plus protecteur, pardon, donc ça sera par défaut, même sans contrat, l'équivalent d'une séparation de biens. Donc on voit bien que la société évolue.
Fred qui dit merci de tapoter pour soutenir le live de Patrick, c'est sympa Fred, je te remercie pour ce petit encouragement. Juste il me demande si je fais de l'achat-revente, non du tout. J'ai déjà revendu 3-4 biens dans ma vie, j'ai revendu 2 RP, j'ai revendu un immeuble de rapport, etc. Mais ça n'a pas été des choses tac au tac. Bilou, est-ce que je pense que la loi sur l'exonération va passer? Donc je pense que tu parles de l'exonération sur la plus-value en résidence principale, etc. J'en sais rien, Bilou. J'ai forcément un avis sur la question, mais je ne suis pas député, je ne suis pas sénateur, donc j'en sais rien. Il faudra tous qu'on attende quelques semaines. Ah, on a Odin qui me pose une question intéressante. Est-ce qu'on peut faire du Airbnb, donc on va dire de la location saisonnière, avec une SCI? Oui, mais si elle est à l'IS, dans une SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu, c'est contraire à l'objet social. Donc attention, ne faites pas n'importe quoi. Il y a une petite tolérance si c'est 10% du chiffre d'affaires maximum. C'est-à-dire si tu as une SCI à l'IR avec déjà une dizaine de biens et que tu fais du saisonnier dans un seul bien et que ça ne dépasse pas 10% du chiffre d'affaires de la SCI au global, oui, tu peux faire du saisonnier dans une SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Si ce n'est pas le cas, c'est non. C'est non. Il n'y a que dans une SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, qu'on peut faire de la location saisonnière. Phil, c'est quoi le problème de l'indivision en cas de divorce? Ils sont ultra multiples en indivision. Tu peux contraindre l'autre avant, mais par une décision judiciaire. En indivision, l'autre, quand bien même tes propriétaires peuvent vendre sa part à quelqu'un d'autre et faire rentrer une nouvelle personne dans le triptyque. En cas de décès, c'est pareil, on peut t'imposer des héritiers que tu n'as pas choisis. L'indivision, quand on parle d'un couple, merci pour la personne qui vient de me mettre un truc sur la tête, j'ai coupé mes cheveux hier, donc ça fait pas de mal d'avoir un couvre-chef. L'indivision, elle a plein d'inconvénients. Nico, on risque quelque chose si un bien est acheté en dessous du marché? Alors, quelques pourcentages, non. Par contre, si tu l'achètes moins de la moitié de sa valeur, oui, le vendeur ou un de ses ayants droit peut faire une action judiciaire dans les 2 années qui suivent. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'on est toujours sûr d'avoir acheté en dessous du marché? Ça, c'est un grand débat. Vous savez, j'ai 16 ans d'activité immobilière avec moi. Je réalise toutes les semaines des estimations que je donne à des propriétaires, vendeurs, etc. Et pourtant, est-ce que mes estimations sont 100% fiables? Non, ça reste que l'avis d'un humain, un professionnel expérimenté, 16 ans de métier, je connais ma région par cœur. Pour autant, je reste qu'un humain qui a un avis, à qui un bien plaît plus qu'un autre, etc. Donc je peux me tromper et mon estimation n'est pas forcément la bonne. Donc moi, le premier, quand j'achète un bien immobilier, je ne dis jamais que je l'ai acheté en dessous du marché, parce que je ne le sais pas. Et la bonne affaire, on sait si on l'a fait quand on revend, pas quand on achète. On n'en sait rien quand on achète si on a fait une bonne affaire. C'est le jour où on revend qu'on se dit ah bah oui, j'ai acheté 100, je revends 180, c'est factuel, j'ai fait une bonne affaire. Est-ce que c'est mieux d'acheter un bien immobilier chez un notaire pour payer moins de frais? Alors si tu passes par un notaire qui fait lui également la négociation, tu paieras quand même des frais. Dans une agence, ça s'appelle des honoraires d'agence ou des frais d'agence. Chez un notaire, ça s'appelle des honoraires de négociation, mais il y en a autant, il y en a quand même, et ils sont grosso modo aussi élevés dans une agence. L'option pour ne pas payer ses frais, c'est de passer de particulier à particulier. Une fois sur deux, c'est intéressant, une fois sur deux, ça ne l'est pas. Le particulier a cherché à vendre en incluant les honoraires de l'agence, donc ça revient même. L'estimation change en fonction de l'agent? Oui, Nico, évidemment. Même au sein de mon équipe, on fait toujours les estimations avant de les rendre aux propriétaires en commun. Donc l'agent les fait de son côté, on les conforte parce qu'on a parfois, alors sur quelque chose de facile à estimer, on est en général à 2-3% près, toujours d'accord. Et 2-3%, c'est quand même énorme déjà sur 200 ou 300 000 euros. Mais sur des biens plus atypiques, des fois, il y a 10-15% entre 3 ou 4 professionnels de la même agence, du même secteur. C'est fou. Donc le but est de pondérer avec les avis de tout le monde. Et Soulu qui nous confirme qu'on lui a donné une estimation et qu'il l'a mis à 50 000 euros de plus et ça s'est vendu. Donc ça prouve que l'estimation était, on va dire, erronée en quelque sorte. Camille, est-ce que je suis intéressé par un produit dans le sud de la France off-market? Non, je te remercie. À titre personnel, non, je n'investis que près de chez moi. Et à titre professionnel, j'ai 5 agences immobilières, mais elles sont toutes en Normandie. Donc je ne traite que des biens que je peux visiter, que je connais. C'est ma déontologie à moi. Donc non, merci. Merci pour la proposition, j'apprécie, mais ça ne peut pas m'intéresser. Alors, on a Phil qui nous pose encore une question, merci, tu participes. C'est quoi le taux de rendement brut moyen d'un bien locatif? Alors, en vrai, j'en sais rien. Ce taux, je pense que tu peux le trouver sur Internet, sur Google. Mais attention, un taux moyen ne veut tout et rien dire. Tu prends ne serait-ce que dans mon département, le Calvados, et la logique est la même sur tout le territoire.
dans les endroits cotés. Donc Caen, la capitale de mon département, en rentabilité brute, quand tu es à 6-7%, c'est déjà bien. Tu vas à 30-40 km dans des villes comme Condé-sur-Noireau, Vire, bon bref, pour t'illustrer, tu dois déjà pouvoir trouver du 10% de rentabilité brute, alors que c'est le même département. Donc évidemment, un taux de rentabilité, c'est à pondérer par rapport aux biens, au mode d'exploitation et surtout à la géographie. Merci beaucoup pour vos questions, ça fait plaisir. Encore 10 minutes de live pour ceux qui sont là. Soui qui nous dit que c'était une grange avec des buts qu'on déjà entamés. Et bien là, Soui, c'est vraiment le type de bien, j'en ai parlé tout à l'heure, d'atypicité qui peut engendrer des différences d'avis selon les professionnels de l'immobilier. Si tu fais estimer un F2 en hyper centre-ville à 10 agents immobiliers, sauf s'il y en a un qui débarque, qui n'a pas d'expérience et qui ne se fait pas accompagner, à 10% près, tout le monde va être d'accord. Si tu fais estimer des biens en cours de travaux, des biens avec des servitudes de passage, des biens atypiques, là tu vas avoir des différences de 10, 20, 30% si tu multiplies les professionnels. Berlin qui nous dit, je ne sais pas si c'est un bon créneau, la pierre en termes de conseils en ce moment. Alors moi j'y crois fondamentalement, là je n'ai rien à vendre sur ce TikTok, je ne fais aucune affaire avec TikTok, c'est pas mon métier, là je le fais en loisir. À titre personnel, j'y crois et j'y crois à fond parce que je rembourse de la dette quand moi j'achète un bien locatif. Je rembourse de la dette à une banque avec l'argent qui n'est pas le mien, c'est avec celui de mon locataire et avec pas ou peu d'apport. Donc je crois bien évidemment, et je crois que c'est assez objectif, en l'investissement immobilier. Après, le débat de l'achat ou pas de sa résidence principale, c'est encore autre chose. Mais le fait d'investir dans l'immobilier, bah oui, c'est génial. Hein. Tu rembourses une dette avec de l'argent de quelqu'un d'autre. Et pour ça, on te demande d'avoir qu'une petite partie de la somme en apport. La bourse, c'est bien, mais tu peux acheter 100 000 € d'actions en bourse que si tu as 100 000 € sur ton compte en banque. Alors que tu peux acheter un F2 à 100 000 € avec seulement 10 000 € sur ton compte et le reste en l'empruntant. Et la dette, tu la rembourses grâce à ton locataire. Donc on ne peut pas comparer. L'immobilier, grâce à l'effet de levier du crédit, ne peut se comparer avec aucun autre type d'investissement. La crypto, c'est bien, mais il faut du cash. La bourse, c'est bien, mais il faut du cash. Investir dans une entreprise, c'est bien, mais il faut déjà un peu de cash au début. Et puis, il y a plein de risques qui existent d'échecs. L'immobilier locatif en pierre physique, les risques sont quand même assez limités. Ce qui est chiant, ce qui est lourd, par contre, c'est la fiscalité. On peut en parler d'ailleurs. Je suis bien concerné par le problème, mais à part ça, c'est génial. Est-ce qu'on a des nouvelles questions, les amis? Mettez des petits likes. Ah, Nico qui nous pose encore une question que j'aime bien. Merci Nico. Est-ce qu'on peut garder l'emprunt si tu vends un appartement? Je répète, on achète par exemple en 2020 un bien immobilier, on fait un prêt à la banque, on revend le bien en 2024. Est-ce qu'on a l'obligation de rembourser la banque? Oui et non. Alors contractuellement, tu as l'obligation dans tous les cas. C'est marqué dans ton offre de prêt noir sur blanc. Par contre, il y a deux cas de figure à bien dissocier. Cas numéro 1, tu as fait un emprunt hypothécaire. Dans ces cas-là, aucun débat, sans même te demander, le notaire va rembourser ta banque parce qu'il va inscrire un fichier, voir le prêt, voir le montant à solder et rembourser la banque sans même te demander ton avis. Deuxième cas de figure, tu as fait un prêt sans hypothèque, donc un prêt garanti notamment par une société de caution. C'est souvent le cas pour beaucoup de Français qui ont des situations stables, des CDI, salariés, etc. Et bien dans ce cas-là, en vrai, le notaire, quand il va interroger le fichier, il va voir aucune hypothèque. Et donc le notaire, le jour de la vente, il va te demander où il doit envoyer l'argent. Et tu peux, c'est un risque, je ne te conseille pas forcément, mais tu peux envoyer l'argent vers le compte bancaire d'une autre banque et faire le mort et ne pas rembourser ton emprunt immobilier. Enfin, ne pas rembourser le capital, tu vas continuer tous les mois à rembourser. Donc ça peut être tentant pour certains en cette période de remonter des taux, enfin ceux qui auraient un crédit sur un taux très bas. Attention, contractuellement, il y a un risque. Si la banque s'en rend compte, elle peut vous cartonner et vous demander de rembourser intégralement l'intégralité du capital. Donc si vous l'avez conservé, tout va bien. Si vous l'avez investi par ailleurs, vous pouvez vous retrouver dans une situation très difficile. Donc c'est possible. Est-ce que je le conseille? Pas forcément. Vous êtes des grands garçons. Mais merci pour ta question, elle est cool. La question c'était est-ce que tu peux garder l'emprunt si tu vends un appartement? Allez, encore 10 petites minutes de live s'il y a 2-3 dernières questions. Merci à ceux qui ont participé. Nico, Phil, si j'ai bien retenu, Fred, etc. Berlin qui dit nous n'avons pas le même retour terrain, pour le reste la finance mène à la pierre. D'accord, je ne suis pas perçu à 100% ton message, mais ok. Je cherche jamais à convaincre les gens parce que de toute façon des avis on en a tous un. Et si on pense fondamentalement, si on croit fondamentalement à quelque chose, il est inutile que quelqu'un essaie de nous faire changer d'avis. Je respecte toujours les avis des autres, toujours. L'avis qui nous dit un avocat spécialisé dans l'immobilier. Alors c'est quoi la question? Peut-être qu'il y a un deuxième message qui va arriver.
Bernard qui nous dit bonne chance pour les montages fiscaux, bonne chance. Ok. Alors moi, à titre personnel, j'en fais pas. Moi, je donne des conseils à mes clients quand ils me le demandent sur des montages simples, type SCI, IR, SCI, IS. Mais je ne suis pas avocat, je ne suis pas comptable. On est une petite cinquantaine sur le live immobilier, tapoté pour les 10 dernières minutes du live pour qu'on soit nombreux et qu'il y ait encore 2-3 dernières questions intéressantes pour tout le monde. Est-ce qu'on peut encore faire un nantissement pour obtenir un prêt? Oui. Alors c'est quelque chose que je vois très peu de Jim, mais est-ce que ça existe? Oui. Tu peux nantir un portefeuille d'actions, tu peux nantir quelque chose qui a de la valeur. Donc nantir, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est en quelque sorte, la définition n'est peut-être pas forcément exacte, mais mettre en garantie, dire à la banque prêtez-moi 200 000 €, je mets en garantie un portefeuille d'actions de 200 000 €, ça peut être ça. Donc oui, ça existe. Est-ce que j'en vois tous les jours? Absolument pas. Merci TikTokeuse du Var pour le petit cœur. Je vends mon appartement, quelle astuce? Le présenter dans les meilleures conditions, faire les diagnostics en amont, soigner les photos, ne pas faire entrer n'importe qui chez toi, donc filtrer les appels au téléphone, demander une carte d'identité aux gens que tu fais venir chez toi, etc. Si c'est un bien en copro, bien réunir pour ne pas avoir de mauvaises surprises de désistement de l'acheteur après, bien réunir les documents légaux avant même la mise en vente, les 3 derniers PV, les 2 derniers décomptes de charges, d'avoir bien préparé ton avis de taxe foncière, etc. Plus on est précis dans son annonce, moi je fais des annonces pour mes biens en location qui font 30 lignes, parce que je détaille tout. Et après, les gens ne m'embêtent pas, j'ai pas de questions, on ne passe pas 3 plombes, et on gagne tous du temps. Donc soyez clairs quand vous êtes vendeur d'un bien immobilier ou bailleur, pour que l'acheteur ou le locataire, s'il fait l'effort de lire l'annonce, ait toutes les réponses, et s'il ne fait pas l'effort de lire l'annonce, ben moi je fais next à titre personnel. Je dis que si je me suis fait chier à faire une belle annonce, un beau texte, et que la personne ne prend même pas la peine de l'appeler avant de le lire, je fais next. De le lire avant de m'appeler, pardon. Je me suis rendu compte que j'ai bouffé les mots. Allez, une petite quarantaine, merci pour les tap-tap, et puis une ou 2 dernières questions. Fils, comment reconnaître un mauvais agent immobilier? Alors peut-être déjà la structure, regarde les avis Google. Il est très difficile d'avoir une bonne note sur Google avec beaucoup d'avis si on n'est pas un bon professionnel, c'est quasiment impossible. Google est une arme magique quand on a des bons avis et destructive quand ils sont mauvais. Donc regarde le nom de l'agence, si tu as une note de 3,4 sur 200 avis, bah, c'est pas bon signe. Si tu as une 5 sur 5 mais 10 avis, ça ne veut rien dire non plus. Si par contre tu as une agence immobilière comme la mienne, c'est juste un exemple, je ne dis pas de venir chez moi, je ne travaille que en Normandie, et qu'il y a 500 avis Google et une note de 4,9 sur 5, c'est-à-dire que déjà l'agence travaille bien. Après, au sein de l'agence, il y a des humains, donc bah, l'humain peut être différent et tu peux avoir une brebis galeuse. Mais ça, en général, ça ne reste pas longtemps dans les agences. Quel est le meilleur syndic? J'en sais rien. Il y a des bons professionnels partout. J'aime pas trop les grosses boîtes du type foncier, etc. J'en ai moi-même été client en tant que syndic. Après, en général, dans les franchises, c'est un peu mieux encadré, un peu mieux formé. J'aime bien les franchises en syndic comme Century 21. Mais attention, il y a des bons syndics partout, même des indépendants d'ailleurs, et des mauvais partout, même dans des grands groupes. Est-ce que je vois passer des prêts à 100% pour des dossiers où les acheteurs sont pareils? Oui, c'est le cas. Pas confondre 100% et 110%. 100%, tu finances 100% de la valeur du bien et tu apportes les frais dits de notaire et les frais de dossier. 110%, c'est tu finances l'intégralité du bien, tu finances les frais dits de notaire et les frais de dossier. Ça, en 2024, j'en vois quasiment plus. Par contre, 100% du bien, oui, j'en vois encore. Donc le client amène en apport les frais de notaire et les frais dits de dossier de garantie. Donc en général, 8-9% du montant total de l'opération. User qui dit tu cherches à acheter en Normandie, bah, contacte mes agences, le nom il est là, Visite & Co. J'ai une quinzaine de collaborateurs, donc tu seras entre de bonnes mains pour ta recherche si c'est dans le Calvados. On va un tout petit peu dans l'Orne, mais grosso modo c'est dans le Calvados qu'on traite. Quelqu'un nous dit qu'il est en litige avec une voisine à cause d'une mitoyenneté, ça c'est chiant et ça peut vite devenir un enfer. J'ai besoin d'un avocat, et ben, écoute, contacte-en un, prends-en un spécialiste du droit immobilier parce que tous les avocats ne se valent pas parce qu'ils ont chacun leur spécialité. Si tu prends un avocat spécialiste des divorces, il va débarquer, il va devoir se renseigner sur les textes juridiques avant de te renseigner. Donc prends quelqu'un qui s'y connaît en immobilier. Et il y en a des très bons évidemment. Allez, on a encore 5 minutes de live. Après, je pense que tout le monde va retourner au travail, moi le premier. Aïe, moi qui voulais 130% bien plus frais plus travaux, alors ça je l'ai déjà fait à titre perso, ce genre de choses en 2015, 2016, 2017, 2018. J'ai acheté un bien une fois 110 000 € et j'ai fait 140 000 € de travaux dedans que j'ai financé à crédit. Donc on n'est même plus à 130%, on est à 200%.
mais l'époque était quand même un peu différente. Je dis pas que c'était plus facile à l'époque, mais quand même un peu plus différente. Un peu différente, pardon. Fisk, j'ai du mal à prononcer ton message, tu m'excuses, mais merci à toi, merci pour les likes, je ne sais pas qui l'a vu passer, mais merci. Allez, deux dernières questions et je vous quitte. Merci à ceux qui ont participé, j'ai lancé le live tard, 13h30, je me suis dit il n'y aura peut-être personne, et finalement, cool, il y a eu du monde, il y a eu des échanges, il y a eu un troll au début du live, j'ai réussi à le bloquer, parfait, et puis voilà. Permis code 99, je ne sais pas de quoi tu parles, je pense rien à voir avec de l'immobilier. Rien à faire ici. Pour ceux qui arrivent en cours de route, c'est la fin, mais je peux encore répondre à une dernière question. On est sur un live immobilier, achat de résidence principale, statut LMNP, création de SCI ou pas, etc. Bonjour, retrouverons-nous des prêts à un taux aussi compétitif qu'en 2016-2017, Ludovic? Écoute, oui, je pense que oui. D'ailleurs, moi j'ai commencé l'immobilier en 2007 et les prêts les plus intéressants n'ont pas été ceux de 2016-2017, mais ont plutôt été ceux de 2020. Même à titre personnel, tu vois, j'ai acheté ma résidence principale en 2021, que je ne m'en mets pas les pinceaux, 2021. À 0,99% sur 20 ans. C'est là où j'ai connu, en 20 ans de carrière, j'ai bientôt 20 ans de carrière immobilière, enfin 18 ans, c'est là où j'ai connu les meilleures conditions d'emprunt 2020-2021. Et oui, je pense que ça reviendra. Je pense que c'est cyclique en fait. Donc les taux vont, oui, continuer à baisser, là, jusqu'à arriver à un palier, pour après reprendre une remontée, pour un jour à nouveau baisser. C'est comme les prix de l'immobilier. Sur une longue période, c'est en montée, mais avec toujours des creux. Et je fais très bien le symbole du creux. Avocat en immobilier à conseiller, non, la ville déjà, il faudrait que tu sois canaise dans ma région pour que je te propose quelqu'un. Si tu es à Nice, non, évidemment, je vais avoir personne à te conseiller. Allez, est-ce qu'on a une dernière question dans ce live? Merci pour les likes. Une fois de plus, j'en profite le temps que quelqu'un se motive à poser une dernière question pour vous dire de bien penser à vous abonner à ce compte TikTok, ça me fera plaisir. Il y a aussi le compte de ma femme, Gestion Locative pour les Nuls, qui est un super compte TikTok que je vous conseille de suivre si vous vous intéressez à l'investissement. Elle vous donne plein de conseils, comment faire un bail, à quoi faire attention lors d'un état des lieux. Donc elle donne des conseils pour défendre les droits du propriétaire, mais aussi du locataire. Vous pouvez sur YouTube vous abonner à la chaîne Visit & Co. Il y a une chaîne sympa, avec des vidéos récurrentes sur des sujets immobiliers, donc n'hésitez pas. Michael, bonjour, avec les nouvelles réformes résidence principale Airbnb, faut-il encore investir? Alors Michael, bonne question, mais on va tempérer. Déjà à l'instant T, ce ne sont pas des réformes, ce sont des propositions de loi. À l'instant T, aucune de ces choses n'a encore été votée de façon définitive. Si elles viennent à passer, est-ce qu'il faudra toujours investir? Ben oui, je pense fondamentalement que oui. En investissant dans l'immobilier, tu rembourses tous les mois du capital, soit toi-même si c'est ta résidence principale, donc c'est une façon facile d'épargner. On sait ô combien, quand l'épargne n'est pas forcée, il est difficile de mettre de l'argent de côté tous les mois. Et si tu fais du locatif, le capital restant dû, le capital il est remboursé par ton locataire. Donc oui, quand bien même on complexifie ou on fiscalise l'immobilier, je pense malgré tout que ça reste quelque chose de génial. Philippe, quand est prévu ton prochain live? Aucune idée Philippe, je ne m'engage jamais sur les lives. Tu sais, TikTok est pour moi quelque chose que je fais comme un loisir, et si je m'engageais sur une date de live, j'aurais bien quelqu'un qui sera assez con pour me reprocher de ne pas l'avoir fait. Donc tu vois, là je fais un live ce midi, je l'ai décidé 20 minutes avant le début du live. Donc je m'engage à rien. C'est TikTok, c'est du loisir, c'est du plaisir. Donc je le fais quand j'ai une demi-heure, une heure à perdre. Des fois 2 par semaine, des fois j'en fais pas pendant un mois. Excusez-moi, mais je m'engage à rien là-dessus. Ce n'est qu'un loisir pour moi, un passe-temps. Je ne gagne rien avec TikTok, donc ça doit rester un loisir. Tout comme des fois j'ai des gens très bienveillants qui m'envoient des questions à MP et j'y réponds parce qu'ils me disent bonjour, merci pour ce que tu fais. Des fois, j'ai des gens qui m'écrivent sans me dire bonjour, qui me posent une question comme si j'étais un service public. Et allez vous faire foutre, quoi, je ne réponds pas. C'est évident, c'est du bon sens. C'est gratuit, TikTok. On a un portugais, alors je m'appelle Magalhães, c'est pas public sur TikTok, mais je suis moi aussi d'origine portugaise. Je suis né en France, mais mes 2 parents sont portugais et j'ai la double nationalité. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux partir là-bas, vu la situation en France compliquée? Oui, il y a aussi plein d'avantages à être en France. On a un cadre juridique qui est parfaitement solide. Le Portugal aussi, le Portugal c'est l'Europe. Mais moi, à titre personnel, des fois j'entends, alors sauf si on est originaire de là-bas et qu'on maîtrise bien, mais acheter au Maghreb, acheter à Dubaï ou je ne sais quoi, ce sont des pays qui ne sont pas forcément stables au niveau de la politique, au niveau du droit. Donc c'est bien d'acheter dans des pays, quand bien même on est taxé, etc., où les choses sont sécures. Et c'est évidemment le cas de la France, et c'est aussi le cas de certains pays comme le Portugal. J'en sais rien.
Brandon. Je sais que mon frère, tu vois, est parti au Portugal il y a 5 ans, il en est revenu au bout de 2 ans. Donc, j'en sais rien. Je crois qu'il n'y a rien de magique. Tous les lieux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, au Portugal, les avantages, il y en a plein. Le soleil, les gens sont un petit peu plus sympas qu'en France, un peu meilleure humeur, un peu moins stressé qu'ici. Mais il y a aussi un système de santé, si tu es portugais, tu sais comme moi, qui est moins performant qu'en France, etc. etc. Ben écoutez, je pense que c'était bien pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Merci Philippe qui est arrivé sur la... Je reconnais ta petite photo, donc je vois que tu me suis. Qui est arrivé sur la fin du live. Merci à tous ceux qui ont participé. Si vous avez des questions immobilières, posez-les plutôt en commentaire de mes vidéos. Pour moi, c'est plus sympa que les recevoir en message privé parce que comme ça, je fais partager la communauté, façon de parler conforme sur TikTok, en recréant une vidéo en réponse à la question, alors que je ne peux pas le faire sur un MP. Donc n'hésitez pas à poser des questions et posez-les en commentaire de vos vidéos. Choisissez une vidéo au hasard, une de mes vidéos, vous posez une question en dessous et je vous répondrai 2 fois sur 3 grâce à une nouvelle vidéo. Donc c'est sympa pour tout le monde, c'est sympa pour vous, vous obtenez la réponse, c'est sympa pour moi, ça me motive à faire du contenu et ça me donne des sujets. Parce qu'au bout d'un moment, on tourne un peu en rond et on se dit sur quoi faire des vidéos. Donc voilà, c'était la conclusion. Ciao tout le monde et merci.